Aujourd'hui, voilà, on s'intéresse de nouveau à Barthelby. Il y a la nouvelle traduction chez Libertalia qui est sortie au printemps. Dans des ouvrages, on parle de Barthelby. Moi-même, j'ai eu envie de faire mon cours là-dessus. Donc, toi, tu l'as relu du coup pour notre conversation. Quelle est l'impression que ça t'a fait de le relire aujourd'hui? Et à ton avis, oui, c'est quoi l'intérêt de relire Barthelby aujourd'hui? Est-ce qu'on le redécouvre autrement par rapport à l'actualité? Bah, en fait, je l'ai relu et quand je lis quelque chose comme ça, c'est surtout un texte qui est autant, j'allais dire, encombré ou en tout cas chargé d'interprétations plus prestigieuses pour nous. C'est difficile de parler de Barthelby sans passer par Deleuze, sans passer par ce qu'il en a dit. Donc, si tu veux, on a ça en tête et donc, comme on a ça en tête, comme on passe par le canal de la formule, en fait, hein, pour arriver, avant d'arriver, ou pour arriver au texte, à la nouvelle, je suis partie de là parce que ce qui m'est venu tout de suite, c'est la formule, bien sûr. Comme tous ceux qui en ont entendu parler, je préfère ne pas, traduite dans la nouvelle version par J'aimerais autant pas, je crois. Ouais. Voilà, ce qui est bon, après, ça, on peut en reparler. Et donc, en réfléchissant un peu à tout ça, en regardant, je suis C'est tombée vrai que sur... même ceux qui l'ont pas lu connaissent la formule. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en fait, donc, bah, je me suis engouffrée là-dedans, sans trop de distance, en essayant de réfléchir à cette formule et tout ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, cette histoire de formule, parce que si tu veux, moi, j'ai pas fait de philo, hein, je lis la philo souvent comme quelqu'un qui aime la littérature, c'est-à-dire que je la lis mal, ou en tout cas avec plein de malentendus. Et, quand je l'ai relu en pensant à cette histoire de formule, je me suis dit, mais dans la littérature, en fait, il n'y a pas de formule. Il y a des phrases, il y a des énoncés, si on veut, mais c'est après qu'on transforme une phrase comme celle-là en formule. Par exemple, là, en réalité, c'est pas quelqu'un comme Deleuze, il y en a peut-être eu d'autres avant, hein, qui fait de cette phrase une formule pour la porter plus loin, pour l'interpréter, etc. Et puis quand Rancière commente Deleuze, il commente l'interprétation par Deleuze de la formule, À quoi. partir de la formule. Donc tout le monde s'engouffre là-dedans. Et Oui, mais tu vois, même dans l'histoire, en fait, ils s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a un passage où même ils font remarquer que eux-mêmes utilisent la formule sans même s'en rendre compte. Et le patron, ça l'énerve qu'ils parlent tous comme ça. exactement, exactement. C'est ça le truc, c'est que cette formule, visiblement, c'est un virus, hein. Enfin bon, elle contamine dans l'histoire elle-même la dinde et la pince et même le patron, tout le monde la chope, l'attrape, quoi, comme une maladie, quoi. Et nous aussi. En fait, c'est ça le truc. C'est que Deleuze, paix à son âme, mais il l'a chopé aussi, quoi. Et du coup, nous, on la chope aussi. On est tous la dinde un peu, hein. Elle nous transforme en la dinde. Et, et donc, le premier truc, c'est ça. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de formule? Après, avec si tu veux, la littérature, enfin l'endroit d'où je viens, quand on me dit formule, je pense tout de suite à Rimbaud. Parce qu'il a écrit dans un poème en prose ce truc très très connu, hein, je ne sais plus exactement ce que c'est, et moi j'étais en quête du lieu et de la formule. Ça, Ah, c'est une espèce de, voilà, c'est dans Vagabond, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est dans Vagabond, donc si tu veux, tout de suite ça me dit, voilà, ça fait référence à ça. Et dans ce texte de Rimbaud, en fait, le contexte, rapidement, c'est qu'il parle de sa relation avec Verlaine. On sait que c'est ça. Et chaque fois qu'il parle de sa relation, qu'il fait allusion à sa relation avec Verlaine, il est souvent, il faut bien dire, hein, un peu ironique, parce qu'il le fait avec un léger décalage temporel. Il est toujours jeune, mais il en parle comme s'il avait vécu ça il y a 10 ans, quoi. Et il y a toujours une espèce d'ironie. Et en fait, si on se reporte à ce passage-là, c'est difficile de pas aller jusqu'au bout en se disant cette histoire de lieu et de formule qu'il cherche, ou hein, il est en quête de ça, ou il raconte qu'il était en quête de ça, du lieu et de la formule. C'est difficile de ne pas y voir aussi par rapport à lui-même une forme d'ironie un peu, hein.
Et moi, j'étais jeune, et à ce temps-là, j'étais bête que j'étais en quête du lieu et de la formule. Et donc, tout ça pour dire que c'est un mot dont je me méfie, parce que il passe par ce que j'ai lu et ce que je connais de la littérature, plus que ce que je connais de la philosophie. Et du coup, si tu veux, pour ne pas me transformer totalement en la dinde, je me suis dit, bon, qu'est-ce que cache cette formule, quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette formule dans le texte? Le patron, ça l'inquiète aussi que tout le monde chope la formule, parce qu'il dit il a contaminé notre langue, mais ça va contaminer notre esprit aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le patron, il a peur qu'en utilisant ce mot-là, l'attitude aussi de refus de Bartleby soit contagieuse. C'est-à-dire qu'on se mette tous à plus rien faire, et peut-être il a peur aussi de ça. Il a peut-être peur de ça, mais de fait, ça ne se passe pas. Ouais. Ça ne se passe pas. C'est ça, c'est là que c'est intéressant, c'est que, en effet, si on regarde ce qu'il y a derrière le paravent de la formule, il y a, et là la traduction rend justice à ça, hein, il y a l'état du capitalisme à ce moment-là, le fait que sans phare, en fait, Bartleby, c'est quelqu'un qui est très pauvre, enfin, c'est un squatteur. Je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est ça. Au il squatte le bureau. Il squatte le bureau. À un moment, il le surprend, il est en loque. Enfin, les vêtements qu'il avait avant, c'est devenu des haillons. Il ne mange pas, ou très peu. C'est vraiment quelqu'un de très pauvre. Et comme par hasard, il finit en prison, dans la prison des Tombes, qui était, je suis allée vérifier, la prison où il y avait à l'époque, on mettait les pauvres. Tous les pauvres qui étaient chopés, ils finissaient aux tombes. Et il a été arrêté pour vagabondage. Voilà, même s'il vagabondait pas, ce qui est ce qui est le paradoxe du truc. Et donc en fait, oui, c'est vraiment une nouvelle super subtile, parce que le risque que ça contamine réellement et que ça incite les autres à arrêter, je me demande si c'est pas nous, dans une lecture un peu optimiste, ou un peu, tu vois, un peu comme ça, pré-post-révolutionnaire, j'en sais rien, qui l'interprétons comme ça. Parce que de toute façon, de fait, ça marche pas, et de toute façon, en fait, il y a plusieurs passages. Tu vois, en relisant le texte, je me suis dit, bon, alors, j'enlève la formule, je regarde ce qui me frappe par ailleurs. Et donc, je suis tombée sur 2-3 passages, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et par exemple, il y a un passage très court là que je vais te lire, là, c'est page 50, je crois. J'ai mis un post-it, où tu te rends compte que le narrateur, le patron, il a des problèmes d'interprétation, justement. Il n'interprète pas toujours si bien que ça. C'est un patron, il n'y a pas forcément. Et donc, il est face à Bartleby. Il lui dit, quelle est votre réponse, Bartleby, demandai-je, après avoir attendu un long moment, au cours duquel son expression était demeurée impassible, à l'exception d'un très faible tremblement sur ses lèvres exsangues. Moi aussi, ça m'avait paru assez étrange, ce tremblement. Donc, tu te dis, le premier truc en lisant ce passage, tu te dis, oh là là, ça va pas, quoi. Les lèvres exsangues, c'est quelqu'un qui est en bout de course. C'est ça, le Bartleby, il est en bout de course, là, quoi. Et alors après, le patron reprend. Pour l'instant, j'aime autant. Bartleby répond, pour l'instant, j'aime autant ne pas donner de réponse, dit-il, avant de se retirer dans son ermitage. Et le patron continue. Faiblesse de ma part, j'avoue que son attitude à cette occasion me vexa. Elle semblait indiquer non seulement un certain dédain tranquille, mais aussi une forme de perversité ingrate, compte tenu de l'indéniable bienveillance, indulgence dont j'avais eu preuve à son égard. C'est quand même bizarre comme manière de voir le tremblement de quelqu'un qui est en bout de course, qui a faim, qui est pas bien, quoi. Et il n'arrête pas de se persuader qu'il agit bien, qu'il agit en bon chrétien, et que lui est très moral et qu'il n'a rien à se reprocher. Tout à fait, ouais, tout le temps. C'est exactement ça. Et il y avait un autre truc aussi du même genre, c'est les yeux vitreux. À un moment, je ne sais plus où c'est, à un moment, il décrit le regard de Bartleby, et il dit il avait les yeux vitreux et ternes.
C'est ça, c'est traduit comme ça, les yeux vitreux et ternes. Donc toi, tu te dis, ah bah ouais, c'est pareil, quoi. C'est quelqu'un qui va vraiment pas bien, tu vois, bon, qui... Et le patron interprète ça en disant, oh là là, vous faites trop de copies, hein, il faut un peu vous... tu vois, il faut mettre des lunettes, hein, enfin bon, je sais pas, un truc comme ça. Et si tu veux, c'est deux passages où tu sens qu'il y a un décalage et qu'il veut pas voir, hein, la misère de son employé, finalement. Et la phrase, il y a une phrase où tu te dis, oui, quand même, là, la misère, elle est dite. C'est page 46, hein, à un moment, il dit, c'est une phrase, pour moi, c'est une phrase clé, hein, au moins autant que la formule. Ah, c'est en haut de la page 46. Ah, le bonheur courtise la lumière, alors nous pensons que le monde est joyeux, mais la misère se cache et nous croyons qu'elle n'existe pas. Et ça, tu te dis, pareil, c'est des passages qui m'ont choqué, comme on dit, tu vois. Et cette phrase-là, c'est pas une phrase de patron, ça. C'est comme si Melville faisait irruption à un moment. Ouais. C'est un moment de sa vie où ça va pas aussi pour lui, où il est pauvre. Enfin bon, voilà. Et cette phrase-là, elle casse le truc et elle donne une clé pour l'histoire de Bartleby, le paravent, évidemment, il se cache Ouais. derrière, et tout ça. Mais ce qui est super subtil, c'est qu'on voit tout par l'œil du patron, presque tout. Et que lui, quand même, des fois, il se gourre, quoi. Il veut pas voir ou il voit pas la misère de son employé. Et puis en effet, il enrobe tout ça en disant, moi je suis un patron extra, j'essaye de l'aider. Et Va à voilà. l'église, à un moment, c'est le dimanche, il va à l'église, mais il passe quand même voir si Bartleby est là. Enfin, il se donne bonne conscience, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Puis même Et à la bon, fin, même à la fin, quand il lui propose d'autres boulots, c'est assez incroyable. Tu sais, tout à la fin, il lui dit, mais enfin, vous voulez pas être voyageur de commerce ou des choses comme ça, mais complètement improbable par rapport à Bartleby. Enfin, ça ouais. serait vraiment pas une solution pour lui. C'est assez fou qu'il lui propose ça à la fin. Tu sais, au moment où ils veulent le déloger. Il y a quelque chose de l'ordre de la charité, enfin je sais pas à quel point c'est lié aussi à la manière dont les Américains, les États-Unis, très vite, hein, on fait de la charité et une forme de business aussi. Hein, c'est-à-dire le fait de donner pour les entreprises privées. Dès le début, ça fait partie du truc, comme s'il n'y avait pas de pensée vraiment de la redistribution par les impôts, ou en tout cas une espèce de pensée incomplète ou qui ne va pas jusqu'au bout. Et lui, attends, j'avais noté une phrase là-dessus aussi, cette histoire de charité. Lui, c'est un patron charitable, mais alors je ne sais pas à l'époque comment c'était vu, mais c'est comme si c'était le patron américain un peu idéal, en fait. Attends, je regarde parce que j'avais noté des trucs là-dessus. Moi, ce que je trouve vraiment chouette dans cette nouvelle traduction, c'est qu'elle contextualise beaucoup. Justement, elle contextualise dans le New York du capitalisme naissant et on le sent vraiment très très bien ça. Et Tout à justement, fait. espèce Ouais, d'arrivée de patron modèle. ouais. Euh, La phrase que je te dis, c'est tu l'as dit d'ailleurs, hein, je puis m'offrir à peu de frais une bonne conscience. ah ouais. Il dit ça, enfin, tu vois, c'est traduit, c'est Ouais. texte comme ça, quoi. C'est troublant comment, en effet, c'est le patron charitable et comment, à certains moments, il le dit de manière totalement frontale. Hein, voilà, le seul problème, c'est le problème du consentement. Il est face à quelqu'un qui ne consent pas et il comprend pas qu'il puisse pas consentir. Hein. Et ça, c'est la clé du capitalisme, hein, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse pas adhérer, parce que je ne sais plus qui a sorti cette phrase la conquête des cœurs et des esprits, en fait. Le capitalisme est à la conquête des cœurs et des esprits. C'est-à-dire que le fait d'aller bosser ne suffit pas. Il faut en plus qu'on soit content d'y aller. Il y a quelque chose comme ça. Et le texte met bien l'accent là-dessus.
sur le fait que le problème du patron avec Bartleby, c'est que Bartleby ne consent pas. Il travaille, au fond, hein. Bon, à un moment, il refuse de continuer sa copie, mais au début, il travaille beaucoup. Bah, au début, en fait, le désaccord vient du fait que le patron lui demande autre chose que copier, parce qu'au départ, copier, il veut, et il commence à refuser de relire et de vérifier si le travail a été bien fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça commence comme ça. Et après, il se met de nouveau à recopier un peu, puis après, même copier, ça le gonfle, quoi. Ouais, ouais. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé et que j'avais pas remarqué, j'avais lu il y a longtemps, hein, et effectivement tellement happé, trop happé par la formule. Mais là, en le relisant, il y a aussi un détail qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand il cesse de copier, il passe ses journées à regarder par la fenêtre. Et la fenêtre est devenue aveugle parce que New York se construit, en fait, le Wall Street se construit. Et après, même quand il est en prison, il regarde aussi un mur. Ça, c'est Ouais, euh, ça, c'est très troublant aussi dès le début parce que dès la première page, il commence par décrire une espèce de bureau, enfin des bureaux qui sont entourés en effet par des murs. La lumière ne rentre par le haut comme dans une tombe en fait. En fait, ça le truc, c'est que ouais. la tombe est là dès le début. Et, et ça finit au pied du mur, au pied du mur des tombes. Il y a un truc de... Ouais, ça prend c'est difficile. Alors, je suis allée un peu voir le livre de Job, puisque j'ai lu quelque part que c'était un livre qui avait beaucoup, peut-être d'ailleurs dans l'introduction de l'édition, je ne sais plus. Ouais, c'est dans une des notes, je crois. Peut-être c'est dans donc du coup, je suis allée un petit peu voir le... Et c'est vrai que en particulier sur la fin, la manière dont Bartleby meurt, comme une momie, hein. En fait, il est décrit. Alors ça, c'est troublant parce que les tombes, c'est une espèce de tribunal prison avec une architecture pseudo-égyptienne. Le moment où il meurt, en fait, il est dans la position de la momie, quoi. Parce que je crois donc que la prison a été construite assez pas très longtemps avant l'histoire, hein, C'est si ça, je me ouais. souviens. Ouais, ouais, c'est vraiment les années 40. Ouais. Il y a des photos, hein, je suis allée voir, il y a des photos parce que ce tribunal a été reconstruit, enfin bon, il n'est plus comme à l'époque, mais on peut encore trouver ouais, Oui, j'allais voir aussi. il y a encore des photos de l'époque. Et alors cette fin, bon, le texte, il est génial parce que tu peux pas vraiment, il n'y a pas d'interprétation ultime, quoi, en fait. Et la fin est particulièrement, je sais pas comment dire, quoi, quand même troublante, ouais, finie comme ça. En fait, j'ai du mal à comprendre comment, à moins évidemment de se centrer sur la formule, hein, comment on peut faire de ce texte une espèce d'emblème de la révolte ou de l'opposition avec une fin pareille, quoi. Mm. Oui, c'est comme si on n'avait pas lu la fin. Si on suit l'interprétation de Deleuze, ou, c'est comme si on n'avait pas lu la fin, en fait. Ouais. Mais je crois que le problème des philosophes, brillants ou pas, c'est qu'ils s'appuient sur cette formule pour dire ce qu'ils ont à dire, eux, à un moment donné de l'histoire avec un grand H. Mais donc bon, ça peut être intéressant, hein, sauf que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment c'est peut-être ce que dit la formule, mais c'est pas ce que dit le texte. Ouais. Et voilà. Le texte, il est quand même très, je sais même pas si on peut dire pessimiste, quoi. Il y a une espèce il y a vraiment une forme d'ironie du désespoir, quoi, quand même, hein. Il va aux tombes, il finit aux tombes dans cette espèce de prison pseudo-égyptienne et il a le corps recroquevillé en forme de momie. Enfin bon, c'est terrible. Ça, c'est vraiment le truc le plus terrible de la nouvelle. Et puis tu parlais de sa rêverie, ouais. Bah ça aussi.
Ça aussi, moi, je sais pas quoi en penser de ce moment où il se met debout à rêver face au mur. Ouais, face au mur et où il y a une légère lumière qui arrive. Il dit, je sais plus comment il dit exactement, mais il y a quand même une très très légère lumière qui arrive. Donc c'est la fenêtre aveugle, mais avec une très légère lumière qui arrive. Donc est-ce que c'est une métaphore de son destin ou tu vois, d'une voie sans issue? Enfin, c'est quelque chose de très mélancolique, Ouais, c'est peut-être aussi si on suit Job, c'est peut-être la toute petite lumière de Dieu pour quelqu'un qui croit encore ou qui a un truc comme ça, quoi. On peut pas, comment dire, mettre de côté, pour quelqu'un qui a écrit Moby Dick et tout ça, on peut pas mettre de côté une interprétation beaucoup plus métaphysique, quoi. Ouais, tu penses par rapport aux autres textes de Melville? C'est la fin en particulier, le reste c'est autre chose, mais enfin c'est autre chose. La fin c'est difficile de pas, pour moi, hein, c'est difficile de mettre de côté le christianisme, hein. Et, Ah ouais. ouais, ouais quand même. C'est Job, à la fin c'est Job. Il a plus rien, c'est la vie nue, hein, comme dit. Et puis voilà quoi. Parce que quand même, on a l'impression que Melville est assez critique par rapport au christianisme du patron. Tu vois, il est C'est un ironique. faux christianisme. Voilà, il insiste beaucoup, il est assez ironique sur voilà, ce mec qui pense qu'il est charitable alors qu'il abandonne Martelby dès qu'il le peut. Donc on a l'impression que Melville enfin, il est assez critique par rapport à ça. Il le dénonce, le patron a l'air ridicule. Parce qu'il dénonce l'utilisation, comment dire, je ne sais pas si on peut dire perverse, mais cette espèce de subversion du christianisme à l'usage des capitalistes, Mhm. quoi. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là, hein. Et sur le patron, c'est vrai qu'il y a des choses incroyables pour aujourd'hui. Il y a ce passage où il lui dit quelque chose comme, en gros, t'as intérêt à t'occuper, sinon on va te trouver de quoi t'occuper. Ça, c'est vraiment pour aujourd'hui, hein. C'est vraiment ça. Attends, je peux te retrouver. Je l'ai mis en très gros et en très gras sur les notes que j'ai prises parce que pour moi, c'est une note, c'est vraiment une phrase pour aujourd'hui. Ça, c'est une formule pour aujourd'hui. Ou bien vous vous occupez, ou bien on s'occupera de vous. C'est vrai que c'est hyper menaçant, hein. Oh, Bah, c'est pas rien, hein. ouais, C'est pas le Pôle emploi, ça. ouais. C'est c'est des textos qui disent Pôle emploi, hein. Ou bien vous vous occupez, ou bien on s'occupera de vous. Ouais. Et puis il y a ce truc aussi qui est très intéressant, qui est que en fait, tu sais, il dit toujours non, non, mais tu peux rester, vous pouvez rester, machin. Puis bon, quand même, il faut qu'il parte, hein. Quand même qu'il parte, mais il faut qu'il parte de lui-même. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est une clé pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que pour venir aux écoles des beaux-arts, par exemple, là, je sais que l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'ai fait quelques ateliers dans des écoles, dont la Villa Arson et puis d'autres. Et ce que m'expliquaient les étudiants, j'avais des étudiants de différentes années, hein, c'est que ceux qui arrivaient maintenant en première année, ou qui arrivent depuis quelques années en première année, on ne les vire pas. On ne leur dit pas, vous n'avez rien à faire ici, partez. Mais on les décourage suffisamment pour qu'ils abandonnent à un moment. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les écoles, mais j'ai entendu dans certaines écoles ça. Et ça, si tu veux, c'est vraiment la technique des classes prépa. C'est bon, là, vous restez, mais on vous fait tellement chier qu'au bout d'un moment, vous abandonnez. Et il me semble que ça, c'est une clé parce que dans les entreprises, dans les écoles, ça permet évidemment de se défausser de sa responsabilité. Ouais, ce que j'allais dire, c'est même au-delà des écoles, c'est une généralité, peut-être, Ouais. cette manière de faire.
Mais ça permet très concrètement de ne pas payer, je pense, pour les entreprises, de pas payer autant d'argent que s'il y avait eu un licenciement en bonne et due forme. D'ailleurs, là, le patron, il lui donne un petit billet, tu vois, pour qu'il parte, il lui donne un petit billet, quelques dollars. Ouais, Il il pour achète lui son donner, départ. C'est il fait vraiment l'aumône, en comment le fait. faire partir, quoi. Ouais. Non, mais ce truc c'est la grande question, quoi. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, quoi. Comment s'en débarrasser? Il veut pas partir, hein. Mais bon, il finit quand même par aller en prison, hein. Bah, c'est la police qui vient le chercher. Mmh. Ouais. Ce qui est subtil, c'est qu'on ne peut même pas dire que le patron est un hypocrite ou je sais pas quoi. Pas vraiment. Mais bah, pour le coup, oui, c'est la société est organisée de telle manière et le système et c'est systémique comme on dit, qu'il ne peut qu'être, récupéré par la police, enfin partir et puis, finir en prison, quoi. Bah, en fait, peut-être que Melville, par l'hésitation du patron, laisse l'interprétation ouverte. Pour ça aussi que c'est une nouvelle assez mystérieuse. Ouais. Ouais, parce que la grande, le super truc, la grande trouvaille, c'est que c'est le patron qui raconte, quoi. Ouais. Mm. Tu es presque tout le temps obligé de te dire: «Ah oui, mais c'est le patron qui raconte». Ouais. Mm. Et Et ça, par rapport à Melville, moi, je connais pas assez l'œuvre de Melville pour situer. Par rapport à l'œuvre de Melville, c'est une exception. La manière dont la nouvelle est construite avec ce narrateur-là. je connais pas non plus suffisamment l'œuvre de Melville pour vraiment, te donner une réponse, là-dessus. L'œuvre de Melville, j'ai commencé à lire, réellement Moby Dick il y a pas tellement longtemps. C'est, c'est insensé, quoi. C'est génial. Je le dis pas souvent parce que, tu vois, je peux pas balancer ça comme ça, mais c'est un bouquin absolument génial, quoi. Il y a toute la modernité dedans. C'est ça qui est bizarre, quoi, c'est que dans Moby Dick, tu as Raymond Roussel. Ah Tu ouais. as, tu vois, tu as les descriptions, tu Et moi, as je trouve que dans Bartleby, il y a du Beckett aussi, même la formule. Le ah ouais, personnage, il est hyper beckettien. ouais. Il y a Kafka, il y a c'est Ouais. difficile de pas penser à Kafka et j'ai un peu regardé, en fait, apparemment, Kafka n'avait pas pu lire Bartleby. Ou enfin, je sais plus où j'ai vu ça, il a pas eu connaissance de ça, alors qu'il y a dans les gestes, dans le paravent, tu sais, Ouais. il y a des détails, c'est tellement ça, tu te dis: «Mais c'est pas possible, il est forcément tombé dessus» ou non, donc si tu veux, c'est 50 ans avant, des choses qui arriveront beaucoup plus tard et et ce qui est, dans Moby Dick, ce qui est troublant, c'est alors il y a ça, il y a plein de trucs quoi, mais, c'est, je sais pas comment me dire, c'est extrêmement riche quoi et il y a quand même toujours, la Bible derrière quoi. La Bible est toujours là. C'est ouais. Et donc pour toi, elle serait présente aussi dans Bartleby. Ouais, je crois qu'il faut pas se laisser, trop tromper par le fait que, hem, il y a une description précise d'un état du capitalisme, tel qu'il est en train de s'installer aux États-Unis, j'allais dire donc dans le monde à un moment donné, au milieu du 19e siècle. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le pauvre Job est toujours là, quoi. Ouais. Tu voudrais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé Mmh, bah, je sais pas. En gros, c'est ce que tu vois, c'est un peu ce autour de quoi je tournais en essayant de juste de mettre des coups de crayon, là où ça m'arrêtait spontanément. Mmh, je sais pas. En fin de compte, les nécessités tyranniques de mes affaires effacèrent toute autre considération.
il est génial ce patron, non? Je sais pas. Finalement, ouais, là, j'ai mis le départ est à la charge de l'employé. Il était plus un homme de préférence que de principe. Il dit de Bartleby. Ça, c'est une phrase incroyable. Ouais. Et puis, ouais, sur la traduction de la formule, je suis passée par plein de. J'ai demandé à un copain en fait qui est traducteur et je lui ai demandé quel était le degré de politesse de I would prefer not to. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que oui, c'est une formule quand même assez déférente, vraiment une formule presque d'employé modèle. Et ce qui, pour moi, n'invalide pas la traduction de Libertalia, parce qu'on traduit, et puis il y a des traductions différentes suivant les moments, mais qui essaye de tirer la traduction du côté de quelque chose de justement plus du côté du peuple presque, enfin tu vois, d'une formule beaucoup plus ordinaire, d'une manière de parler beaucoup plus ordinaire. Donc pourquoi pas? Cela dit, ce que ça fait sauter, je suis pas contre, hein. Voilà, ça pointe le doigt du côté de la misère de l'employé et c'est clairement l'un des axes de la nouvelle. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ce que ça fait sauter un peu, c'est cette espèce de déférence qui rend encore plus étrange, quoi, ce type qui est en même temps un peu employé modèle et qui en même temps, ça déconne de tous les côtés, quoi. C'est une mécanique détraquée, je sais pas comment on peut dire ça. Et puis, oui, mais ça, je vais te faire des photos. Donc, j'ai réfléchi à ce refus. C'est un refus quand même. Ouais. Il refuse de vérifier, comme tu l'as dit. Il finit par refuser vraiment. La mort est aussi au fond, un refus de participer finalement. Oui, parce qu'il Ça, il se laisse mourir en prison. ouais. Et Mais dans la littérature, tu as des. Pardon, je t'ai coupé, non? À d'autres moments de la nouvelle, et bien plus tôt, il est décrit comme un fantôme. Il est décrit comme quelqu'un de très frêle et transparent. Et le mot fantôme revient aussi de temps en temps. Donc, Ouais. il y a aussi quelque chose un peu de l'ordre du fantastique. Bah, ce qui est super. Ça, c'est Melville. Et c'est des trucs comme ça, tu vois, qu'on voit que c'est. Je sais pas comment dire les choses bêtement, mais c'est un très grand écrivain, quoi. C'est que. Voilà, ça, c'est un très grand écrivain. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de doute. C'est que oui, mais en même. Tu vois, oui, et en même temps, paf, à peine indiqué. Enfin, Ouais. c'est vraiment de. Et donc, du coup, ce fantôme, c'est à la fois le fantôme d'une forme de fantastique de littérature, c'est clair, il y a ça aussi. Et en même temps, c'est le fantôme du pauvre qu'on ne veut plus voir. Ouais. Et, bon. Et en ce sens, c'est vrai que c'est une nouvelle complètement kafkaïenne, quoi. Tu te dis, c'est Kafka a écrit un texte qui s'appelle Bartleby et qu'il a signé Melville. Bon, c'est une bonne conclusion.